Le nouveau défi de la résistance armée en Corse, 4 jours après l'adoption du projet JOX, un commando séquestre un viticulteur à Aléria, lieu symbole depuis les affrontements de 1975. Véritable scène d'émeute aujourd'hui dans les territoires occupés de la bande de Gaza, 90 Palestiniens blessés par balles. Le budget de l'éducation défendu demain à l'Assemblée nationale sous les cris des lycéens qui redescendent dans la rue, l'un d'entre eux, invité de cette édition. La fête gâchée à Bercy, Stéphane Edberg vainqueur après l'abandon dans le premier set de Boris Becker, blessé à la cuisse. Bonsoir, et puis l'événement du jour, sportif et populaire, le départ des 31 concurrents de la route du Rhum, excusez-moi. Nous avons un problème de liaison avec Saint-Malo. Le grand témoin du 19-20 ce soir, c'est Olivier de Kersauzon. Depuis le début de l'après-midi, vous le savez, Thalassa vous fait vivre tous les grands événements depuis Saint-Malo et le départ des concurrents. Nous irons à Saint-Malo dans quelques instants pour nous intéresser d'abord à l'actualité qui concerne la Corse. 15 ans après, Aléria, nouveau symbole de la résistance armée en Corse. Moins de 4 jours après l'adoption au Conseil des ministres du projet de loi JOX sur le nouveau statut de l'île, un commando armé est intervenu cette nuit, comme en 1975, chez le viticulteur Henri de Peille. Hervé Dino. Il est 18h30 quand le commando composé de 6 hommes cagoulés et armés fait irruption au domicile d'Henri de Peille à Canale di Verde, à 60 km au sud de Bastia. Avant d'emmener l'ancien viticulteur pied noir à bord d'un véhicule volé, il ligote sa femme, son fils et ses 3 petits-enfants. Sur les murs de la villa, ils signent leur acte d'un R pour Resistenza et inscrivent 2 dates, 1975-1990. Le lieu où sera retrouvé Henri de Peille vers 2 h du matin permet de décrypter cette inscription. Le commando a en effet libéré l'ancien viticulteur à Aléria, sur le lieu même où se situait sa cave viticole, occupée puis plastiquée en 1975 par les autonomistes. La signature du commando, la lettre R, est apparue pour la première fois au mois de septembre dernier lors de la série d'attentats visant des villas, des banques, mais aussi la cave viticole d'un rapatrié d'Afrique du Nord. En 1975, 2 gendarmes avaient trouvé la mort au cours des affrontements d'Aléria. Rappel des faits, Jacques Bastianesi. 22 août 1975, une cinquantaine d'hommes fortement armés investissent la cave d'Aléria exploitée par Henri de Peille. À la tête du commando de l'Arc, l'action régionaliste corse, le docteur Edmond Simeoni. Les autonomistes par cette action entendaient dénoncer la participation d'Henri de Peille à des opérations frauduleuses, notamment trafic de vin, escroquerie au préjudice de petits agriculteurs. Henri de Peille était également accusé de bénéficier de prêts exorbitants. Après 24 heures de siège, les forces de l'ordre donnent l'assaut avec des automitrailleuses. Les occupants ripostent, tragique bilan. 2 gardes mobiles sont tués, 2 CRS et 2 des occupants de la cave sont blessés. Avant leur reddition, les militants de l'Arc incendient toutes les installations de la cave. Ce qu'on appelle depuis les événements d'Aléria allait être le point de départ d'autres événements tragiques comme la fusillade de Bastia, quelques jours plus tard, bilan 1 CRS tué et 18 blessés. 22 août 1975, Aléria, depuis rien n'est plus comme avant. Le roi Hussein de Jordanie est arrivé ce soir à Paris où il rencontrera demain François Mitterrand pour la 2e fois depuis le début de la crise du Golfe. Toujours à propos de l'actualité du Golfe, inaugurant aujourd'hui la première université internationale de langue française à Alexandrie en Égypte, les présidents Mitterrand et Moubarak ont réaffirmé la nécessité d'une application très ferme de l'embargo contre l'Irak. Huguette. François Mitterrand à Alexandrie. À l'issue d'une visite privée, le chef de l'État a inauguré l'Université internationale de la francophonie, un bâtiment flambant neuf destiné à la formation de cadres africains. À cette occasion, le président français a rencontré son homologue égyptien Hosni Moubarak. 1h15 d'entretien consacré exclusivement à la crise du Golfe. Depuis le début, les 2 hommes sont sur la même longueur d'onde. Soutien au Koweït, présence au sein de la force multinationale déployée en Arabie Saoudite, nécessité d'un embargo fermement appliqué comme moyen pour éviter un conflit armé. De tous les États arabes, l'Égypte est certainement celui dont la position est la plus ferme. Hosni Moubarak n'avait pas apprécié le double langage de Saddam Hussein. Bagdad lui avait assuré que l'Irak ne s'en prendrait pas au Koweït, et ce, quelques jours avant de l'envahir. D'où la méfiance du président égyptien et son soutien sans faille à la logique d'embargo. Le Caire est pourtant durement touché par la crise du Golfe, qui la prive d'une de ses principales sources de revenus, le transfert des immigrés.
Le peuple japonais rejette la guerre, affirme M. Nakasone. Il vient d'avoir un entretien de 4 heures à Bagdad en tête-à-tête avec le président Saddam Hussein. M. Nakasone a déclaré, selon Radio Bagdad, le Japon est partisan de la paix. Le peuple japonais rejette la guerre et n'approuve pas l'envoi de forces japonaises dans le Golfe. M. Nakasone espère rapatrier des otages de l'Irak vers le Japon. Le week-end de toutes les violences dans les territoires occupés de la bande de Gaza. Plus d'une centaine de Palestiniens ont été blessés par balles à la suite de tirs de militaires israéliens. Hélène Rizacher. Actuellement, 40% des 600 000 Palestiniens de Gaza vivent sous couvre-feu. À Rafah, les émeutes ont commencé dès ce matin. Une patrouille de soldats israéliens a essuyé des jets de pierre depuis les toits d'un lycée de jeunes filles. L'armée a alors occupé le lycée, tiré des grenades lacrymogènes avant de se retirer. Puis les soldats israéliens ont été attaqués à coups de pierre et de bouteilles par de jeunes Palestiniens. L'armée a ouvert le feu sur les manifestants alors qu'un hélicoptère lançait des graviers sur eux. Les affrontements ont tourné en véritable bataille rangée pendant plusieurs heures. La violence qui règne aujourd'hui à Gaza fait suite aux émeutes d'hier. Des milliers de manifestants palestiniens s'étaient heurtés à l'armée israélienne après l'enterrement d'un nationaliste palestinien retrouvé mort dans une prison de Gaza avant-hier. Ce week-end d'émeutes a fait au moins un mort et 170 blessés par balle côté palestinien. Sur le territoire israélien, autour de Tel Aviv, la police a installé des barrages routiers et contrôle les papiers d'identité des Palestiniens. Les habitants des territoires occupés n'ont pas le droit de rester en Israël de minuit à 5 heures du matin, sauf autorisation spéciale. Tous les contrevenants sont arrêtés. Côté gouvernemental, Israël aujourd'hui rejette la proposition du secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuéllar, de réunir les 164 pays signataires de la Convention de Genève afin d'assurer la protection des Palestiniens dans les territoires occupés. En revanche, le chef de l'OLP, Yasser Arafat, accueille favorablement l'initiative de Pérez de Cuéllar, bien qu'elle soit, selon lui, insuffisante. Voici maintenant les autres faits marquants de l'actualité à l'étranger sous forme de télégramme et avec le commentaire ce soir de Sylvie Levet. Le Parlement moldave a pris le taureau par les cornes. Il vient de décider de constituer sa propre armée pour mater les relents d'autonomie russophones et gagaouze qui déchirent la Moldavie depuis quelques jours. Il a dit niet à l'offre de Mikhail Gorbatchev d'y envoyer des troupes soviétiques, tandis qu'à Moscou, le Premier ministre Ryzhkov monte le ton et menace d'intervenir directement en Moldavie. C'était ce matin à Bahreïn. James Baker, le secrétaire d'État américain, faisait sa première escale d'une tournée de 8 jours au Moyen-Orient et en Europe. Sa mission, jeter les bases d'une éventuelle action militaire contre l'Irak en étroite collaboration avec ses alliés. Petre Roman est venu se justifier hier soir sur les plateaux de la télévision roumaine. Au cours d'un débat, le Premier ministre a invité tous les syndicalistes à plus de compréhension vis-à-vis de sa nouvelle politique de libéralisation des prix. C'est la seule solution, a-t-il déclaré, pour sortir l'économie roumaine de son impasse. Un stade de football en ébullition hier à Leipzig. 200 policiers débordés ont dû faire usage de leurs armes pour repousser un groupe de 500 hooligans qui tentaient de pénétrer le stade. Bilan, 1 mort et 9 blessés. Voilà pour le point de l'actualité à l'étranger. La liaison n'est toujours pas rétablie avec Saint-Malo où nous attend en principe Olivier de Kersauzon, invité ce soir à commenter l'actualité en notre compagnie. Actualité en France qui sera sombre pour le ministre de l'Éducation Lionel Jospin demain. Il défend son budget à l'Assemblée. Il va devoir affronter d'une part le mécontentement des lycéens dont le mouvement va repartir avec la rentrée. L'un d'entre eux est notre invité sur ce plateau et nous dira comment ce mouvement va repartir demain. Et puis Lionel Jospin va affronter aussi la grogne des députés qui de l'opposition au Parti communiste semble bien décidé à en découdre. Pourtant, et pour la première fois, le budget de l'éducation sera cette année le plus important de la nation. Marie-Hélène Tichou. Le budget de l'éducation nationale s'élève à près de 248 milliards de francs. Il augmente de plus de 9%. Pour la première fois, il dépasse le budget de la défense. Ce budget prévoit la création de plus de 12 800 emplois, dont 7 600 d'enseignants. Il prend en compte la revalorisation des salaires des enseignants, la modernisation des services administratifs et par exemple le développement des langues dans le primaire ou un plus pour la recherche universitaire. L'effort de l'État est donc bien réel. Mais le malaise aussi. En juin dernier, la Cour des comptes avait mis en doute les capacités de gestion du ministre de l'Éducation au sujet de son patrimoine universitaire. De leur côté, les syndicats d'enseignants et les organisations de parents d'élèves parlent de budget insuffisant, dérisoire ou budget sacrifice et demandent plus pour maintenir l'objectif
amener 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. À cela s'ajoute le mouvement lycéen. Les lycéens demandent des pions pour assurer leur sécurité, mais aussi des moyens pour mieux vivre et étudier. Le ministre de l'Éducation, Lionel Jospin, leur a déjà en partie répondu en annonçant la création de postes supplémentaires. Mais pour les lycéens, cela ne suffit pas. Il n'y a rien eu concrètement de fait. Demain, ils redescendront dans la rue pour le dire. Alors notre invité ce soir, Samy Malki, 19 ans, élève de terminale à Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes membre de la coordination des lycéens qui va désormais s'exprimer d'une seule voix? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, samedi, les deux coordinations ont décidé de s'unir parce qu'on sait que si on est divisé, on est moins fort. Donc pour parler d'une seule voix, on a décidé d'une unification. Alors cette unification, elle rassemble qui? Les lycéens apolitiques et ceux qui appartiennent à des formations politiques? Non, en fait, c'est surtout une unification qui est conclue entre la coordination entre guillemets des jeunesses communistes et la coordination entre guillemets de la Fidèle. Parallèlement, la Fidèle, ce sont les apolitiques? Non, pas du tout. La Fidèle, c'est un syndicat lycéen qui a été en fait formé il y a 2 ans par Lionel Jospin. Et donc les apolitiques qui étaient répartis dans les deux coordinations, eux, parallèlement à ça, tentant de se dégager de ces débats politiques, essayent de former ce qu'on appelle des cercles de pensée. L'idée est née samedi, et histoire de sortir un petit peu de tous ces débats politiques, nous avons pris l'initiative d'essayer de regrouper les lycéens à l'intérieur même des lycées, de ne pas porter le nom de coordination afin que nous puissions débattre entre nous des problèmes de l'éducation. Concrètement, demain, une délégation va se rendre à l'Assemblée nationale. Vous avez élu d'ores et déjà les représentants qui iront? Oui, c'est-à-dire que... Ça se passe comme à Matignon où les premiers arrivés, si j'ai bien compris, sont entrés et ont été reçus par Michel Rocard. Voilà, c'est-à-dire que précédemment, les délégations des lycéens n'étaient pas des délégations élues, c'était des gens qui s'étaient nommés, qui avaient couru pour être reçus par M. Rocard et M. Jospin, alors que samedi dernier, il y a eu des élections. Alors, je vous invite à étudier cette phrase de Lionel Jospin. Il s'exprimait hier devant les jeunes socialistes à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Il a dit « Ce mouvement ne se déroule pas dans un milieu neutre, comme un simple face-à-face courtois, ludique et sérieux entre des lycéens et le gouvernement. Le PC, la droite et l'extrême droite sont là. » Vous êtes manipulé? Alors, il est évident que, comme tout mouvement qui prend de l'ampleur, tous les partis essayent de récupérer. Nous, on dit stop à la récupération. La plupart des... Bien sûr que c'est possible. Je veux dire, les lycéens savent qu'à partir du moment où le mouvement reste apolitique, il aura du poids. Et c'est ça qui fait peur au gouvernement. Si Lionel Jospin a dit cette phrase, c'est justement en essayant de nous discréditer, en essayant d'affaiblir le mouvement. Alors concrètement, ce mouvement, demain, vous allez être à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition du Parti communiste vont sérieusement contester et chahuter le ministre de l'Éducation. C'est un budget qui représente quand même 248 milliards de francs, c'est le premier budget de la nation. Qu'espérez-vous obtenir de plus demain soir? En fait, demain soir, il faudrait que le gouvernement tiennent compte de nos revendications en nous accordant 40 milliards de plus par an. Vous savez que ce budget augmente de 9% cette année? C'est pas assez. Je ne veux pas me faire du tout l'avocat de Lionel Jospin, mais vous réclamez plus de sécurité dans les établissements? Non. Dans un certain nombre d'établissements de la banlieue parisienne, vous réclamez des conditions de travail, je dirais, pour résumer l'ensemble, qui soient plus satisfaisantes. François Mitterrand a dit aujourd'hui, il faut écouter tous ces jeunes, ils doivent être entendus. C'est un message très direct au Premier ministre, c'est un message très direct au ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes entendu aujourd'hui. Jusqu'où voulez-vous aller? En fait, on est entendu, mais on n'a pas de réponse. Ils nous entendent, mais ils ne donnent pas de réponse concrète. On nous a donné 1000 postes d'Atos, mais sur l'ensemble de la nation. Bon, c'est un ras-le-bol que vous avez envie d'exprimer demain? C'est un ras-le-bol, et puis c'est aussi... mais encore, on ne peut plus continuer comme ça. L'éducation nationale est malade en France, et si on continue comme ça, on court au fiasco. Il faut la réformer? Ce qui n'a pas été fait depuis Jules Ferry, c'est votre sentiment? Oui, il faut la réformer. Je veux dire, elle est complètement centralisée. Maintenant, c'est comme un gros dinosaure. On donne un ordre de bouger la queue, et ça va mettre 1 an avant que la queue bouge. Mais 6 mois après, on va réaliser que la queue, si elle bouge, elle va faire des dégâts. Le temps que l'ordre parte, c'est trop tard. Alors, nous avons la liaison maintenant, je l'espère, avec Saint-Malo. Olivier de Kersauzon? Oui. Olivier de Kersauzon à Saint-Malo, est-ce que vous avez entendu ce jeune lycéen sur ce plateau? D'abord, je suis ravi de vous retrouver dans ce journal. Vous avez quelque chose à lui dire de particulier ou pas? Oh là là, je ne vais pas me mêler de ça, moi. Je vais rester très prudent. Votre sentiment quand même sur tous ces jeunes gens qui défilent dans la rue? S'ils défilent, c'est qu'ils ont sûrement des raisons et que je pense qu'à partir du moment où ils ne peuvent pas
travailler calmement dans les lycées, leurs revendications demandent à être examinées. Bon, on vous retrouve dans un instant pour parler de voile. Je voudrais ajouter, merci Sami Malki, les lycéens donc demain dans la rue, dans la plupart des villes de France. Je voudrais ajouter que demain soir, d'un point de vue strictement politique cette fois, Jean-Michel Boucheron, député, ancien maire d'Angoulême, accusé de détournement de fonds, s'exprimera en exclusivité dans le 19-20 de FR3. Il répondra aux questions de Paul Amar. L'événement du jour, sportif et populaire, je vous le disais en ouvrant ce journal, c'était le départ des 31 concurrents de la route du Rhum. Plus d'1 million de personnes sur les quais de Saint-Malo. Ambiance racontée par Sophie Bontemps. 6, 5, 4... 13h02, ça y est, le départ officiel de la course est donné depuis le Tourville. Les concurrents peuvent enfin s'élancer. Un soleil qui vient juste de faire son apparition, 15 à 20 nœuds de vent est-nord-est, mer peu formée. La route du Rhum 90 commence fort. Laurent Bourgnon, sur son trimaran RMO, franchit le premier la ligne de départ, suivi de Loïc Perron sur la Dapoc et de Jean Morel sur Alpha Aquitaine. 3 multicoques en tête, cap direct sur la bouée Fréhel. La seule marque de parcours avant les Antilles, elle est à 18 000. En quelques minutes, les positions changent. Lionel Péon et son esprit de conquête Saint-Malo remontent. Il prend la tête de la course. Il est 13h20. Nous sommes en pleine sprint de départ. Laurent Bourgnon, relégué à la 3e place derrière Alpha Aquitaine, ne compte pas en rester là. Il fonce sur son pur sang, il fonce et passe ses 2 concurrents flotteurs sous l'eau. Calme, sûr de lui, il va très vite, le jeune loup Bourgnon. C'est le premier à virer la bouée au Cap Fréhel. Il précède de quelques secondes Lionel Péon. Voilà, nous retournons tout de suite à Saint-Malo pour faire un nouveau point sur la course avec Philippe Villamidjana et Olivier de Kersauzon. Philippe, vous m'entendez ? Je vous entends, Eric. Alors, les bateaux ont ralenti un petit peu leur allure. Et ce soir, les 3 bateaux de tête, Jean, sont dans le nord des 7 îles, c'est au large de Perros-Guirec. Alors, avec l'Adapoc en tête, Saint-Malo, Lionel Péan et RMO, Laurent Bourgnon. Et puis, les premiers incidents de course commencent. Un Prao est rentré ce soir à Saint-Malo pour réparer. Et Morel a des ennuis sur Alpha Aquitaine. Alpha Aquitaine 3 a des ennuis d'enrouleur, de génois. Vous voyez, il a déjà déchiré son génois, ce qui est embêtant au début de ce type de course. Et je pense qu'il va falloir qu'il se prenne son aiguille et qu'il répare. Alors Olivier de Kersauzon, c'est une course dans laquelle on casse davantage que dans les autres ? Je pense que c'est une course, oui, on peut casser pas mal, hein, parce que les bateaux ont des vitesses très similaires, les skippers ont des compétences qui se ressemblent, et pour maintenir la tête, il faut toujours payer, ou bien alors prendre des tactiques comme celle qu'a l'air d'avoir pris Poupon, d'attendre que ça casse devant pour prendre la tête ensuite. Alors, les concurrents sont partis avec un vent plutôt clément, des conditions de course presque idéales pendant près de 2 semaines jusqu'à la Guadeloupe. Ce ne sera pas le cas tout le temps. Est-ce qu'on a peur quand on est tout seul en mer ? Ah ben, si on a peur quand on est tout seul en mer, je crois qu'il ne faut pas y aller. Hein, parce que c'est quand même un sport, et un sport c'est fait pour procurer de l'exaltation et du plaisir dans l'ensemble. Oui, mais quand j'entends la peur quand la mer est déchaînée, par exemple, et quand on sait que cette course a déjà porté le deuil de nombreux marins. Oui, à ce moment-là, je crois qu'on aurait peur quand on démarre avec sa voiture, vu les résultats qu'il y a à chaque fin de week-end. C'est pas ça le problème. Je crois que l'ensemble des pilotes sur une course de gens ont vraiment envie d'y aller et sont préoccupés par tout autre. La seule peur qu'ils ont vraiment, c'est que le matériel ne tienne pas et ne tienne pas l'effort qu'ils lui font subir. Je crois que c'est ça la vraie peur. Et leur vraie difficulté pendant 2 semaines, ce sera quoi ? De faire tenir les hommes et le matériel à un rythme qui risque d'être quand même tout à fait précipité, étant donné que personne n'a l'air d'avoir envie de faire de cadeaux à personne. Et on a vu déjà en quelques heures de course que la tête on a changé de leader au moins 3 fois depuis le départ. Alors, ça veut dire que tout le monde est décidé à se battre très violemment. Merci. Dans l'actualité sportive, il y a aussi la finale gâchée cet après-midi à Bercy. Boris Becker, blessé à la cuisse, a dû laisser le titre de l'Open de tennis donc de Paris-Bercy sans combattre à Stéphane Edberg. Le point de cette triste finale avec Jean-Philippe Guillen. Cruelle finale pour Boris Becker et pour les spectateurs. À 3-3 dans le premier set, l'Allemand n'arrive plus à servir. Sa cuisse gauche le fait trop souffrir, c'est l'abandon. C'est aussi la première défaite de Boris Becker à Bercy. Mais ces 27 matchs disputés en un mois ont eu raison de sa résistance. La douleur n'est pas venue instantanément. Déjà depuis quelques jours, j'avais mal aux 2 cuisses. Mais aujourd'hui, c'était vraiment douloureux.
L'an dernier déjà, j'avais souffert d'une blessure similaire, mais ce n'était pas aussi grave. En fait, Boris Becker a voulu compenser une douleur naissante dans la cuisse droite et a trop sollicité la gauche. Résultat, le quadriceps de sa cuisse gauche est sévèrement touché. Cela pourrait le priver de participation au Masters à Francfort. Pourtant, cette finale tant attendue était d'un très haut niveau. Edberg et Becker gagnent tour à tour leur service et viennent conclure les points à la volée. Alléché, le public s'enthousiasme pour ce match rythmé par les points gagnants et les passings. Mais cette fête du tennis s'interrompt trop brusquement sur la blessure de Becker. Stefan Edberg remporte donc pour la première fois le tournoi de Bercy et conforte sa position de numéro 1 mondial. Et puis en Formule 1, c'est le Brésilien Nelson Piquet qui a remporté ce matin le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1, donc à Adélaïde en Australie. Piquet a devancé le Britannique Nigel Mansell et Alain Prost. L'image que vous venez d'apercevoir de ce tout droit, alors que vous voyez les deux Ferrari de Mansell et de Prost, c'était celle d'Ayrton Senna qui, victime d'ennui mécanique, est donc allé tout droit. Olivier de Kersauzon, toujours en direct à Saint-Malo. Vous disiez tout à l'heure, les concurrents ont l'air décidés à ne pas se faire de cadeaux. Le parallèle entre les F1 de la route et les F1 de la mer, difficile à établir. Oui, parce que le circuit est moins structuré que le circuit de la F1. En plus, les budgets ne sont pas les mêmes. La technologie est quand même pas la même. Il y a encore dans le bateau une part d'artisanat. Même dans l'invention, il n'y a pas une lourde industrie derrière la compétition à voile. Un mot sur l'esprit aussi peut-être, non? Pardon? Un mot sur l'esprit aussi. Oh, je sais pas, pour parler d'esprit de la F1, il faudrait avoir couru en F1, ce que j'ai jamais fait. Je n'aime pas parler des choses que je connais pas trop bien. Mais en ce qui concerne l'esprit de la mer, et ce sera mon dernier mot, d'abord vous n'en manquez pas, mais ça tout le monde le sait, l'esprit de la mer, de tous ses concurrents, il se respecte. Ah, je pense, oui, je pense. Hein. Et en plus, comme ils aiment bien leur métier, ils se rendent très bien compte à quel niveau courent les autres, et ça, en général, ça engendre, si ce n'est l'amitié, tout au moins le respect. Merci Olivier de Kersauzon pour tous ces commentaires dans cette édition, et pardon de ne pas avoir pu vous rejoindre plus tôt pour terminer ce journal du théâtre. Le théâtre de l'Atelier vient de mettre à l'affiche l'une des plus grandes pièces sans doute du répertoire contemporain, Le Partage de Midi de Paul Claudel, une pièce jouée par 4 grands comédiens dont Nicole Garcia et Jean-Pierre Mariel, reportage de Dominique Poncet et de Victor Ariche. Attention, l'heure va sonner. Sur le pont d'un paquebot en route pour la Chine, ils sont 4. Une femme, Isée, Nicole Garcia, son mari, François Berléand, celui qui fut sans doute son amant, Jean-Pierre Mariel, et celui qui le deviendra à un prix exorbitant, Didier Sandre. 8 coups. Midi. Voici Le Partage de Midi. Une œuvre difficile, bouleversante et terrible, dont certains disent qu'elle est la plus belle de Paul Claudel. Non. C'est une histoire d'amour, de désir, fou, d'amour, quoi. Une aventure amoureuse. C'est une femme qui se retrouve entre son mari, l'homme qu'elle va aimer et l'homme qu'elle a aimé. C'est une pièce qui est tout à fait particulière dans l'œuvre de Claudel. C'est la pièce, elle est un peu unique. C'est une pièce qui est complètement autobiographique. Tenant Isée, emmenant Isée avec moi, je vais. Vraiment, cher monsieur, vraiment, mon petit Amalric, chéri. Pensez-vous qu'on me prend? Pensez-vous qu'on m'emmène comme ça? La langue, finalement, est un support magnifique et très important. Parce que quand on commence à savoir à la respirer, quand on commence à s'en servir et à ne pas être dominé par elle, ça devient assez magique. C'est tellement poétique et vivant en même temps, ça concerne tout le monde et à la fois, ça parle pas comme au café du coin. Donc c'est tout ça ensemble, donc ça crée dans la salle une sorte d'attention qui fait que je suis pas étonnée, mais je suis tous les soirs étonnée par ça. Le temps ne manque pas, c'est nous qui lui manquons. Il faut aller écouter ou réécouter ce texte tempétueux et sensuel, car il est dit là par 4 comédiens, galvanisés par la langue étincelante de Claudel. Il est 19h59 et 53 secondes. Voici le rappel des titres de cette édition préparée par Christine Lehéran.
L'enlèvement du viticulteur corse n'aura duré que quelques heures. Henri Depeille, kidnappé hier par un commando de l'organisation clandestine Resistenza, a été relâché cette nuit. En 15 ans, c'est la deuxième fois qu'il est la cible symbole des autonomistes. François Mitterrand en Égypte pour l'inauguration de la première université internationale francophone. Le chef de l'État a salué la volonté politique du président égyptien Hosni Moubarak pour l'installation de cet établissement pionnier. En parallèle, les deux chefs d'État ont réaffirmé la nécessité d'une application ferme de l'embargo contre l'Irak. Un mort et 167 blessés dans la bande de Gaza, bilan des émeutes du week-end entre manifestants palestiniens et forces de l'ordre tirant à balles réelles. Les autorités israéliennes ont imposé le couvre-feu dans plusieurs villes. Près d'1 million de spectateurs à Saint-Malo pour voir partir les 31 navigateurs de la route du Rhum. À 13 h, ils ont mis le cap sur les Antilles. Loïc Perron est en tête. D'ici 2 semaines, ils apercevront les côtes de la Guadeloupe. Grosse déception à l'Open de Bercy. Becker a abandonné le match en finale contre Edberg. Au bout d'une demi-heure, une douleur à la cuisse a eu raison de lui. Edberg reste donc à la première place de l'ATP. Fin de cette édition, tout de suite la météo plutôt fraîche de Florence Klein. Je vous retrouve à 22 h 45 pour Soir 3. Très bon début de soirée.